Protecteur des intérêts du client, l'avocat est un professionnel du droit, précisément un auxiliaire de justice, qui se doit d'exercer sa mission avec dignité, mais également dans le respect des règles et principes essentiels de la justice, mais également des lois de la République. Ce soir, nous mettons un accent particulier sur les métiers du droit, précisément l'avocature, quelle est la formation adéquate, académique adéquate, quelle procédure d'accession à la fonction, quels sont les vices internes et externes liés à cette profession, et bien sûr le rôle en général de l'avocat et en particulier dans l'application de la loi et la construction d'un système juridique adapté aux réalités et aux enjeux de l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine juridique au cœur du droit. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Elle nous honore notamment et il faut relever que vous pouvez nous faire parvenir vos préoccupations via les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Nous avons dit, ce soir, nous mettons un accent particulier sur les métiers du droit, précisément l'avocature, et pour mieux, voilà, pour être édifié là-dessus, nous accueillons Maître Xavier Vuitton, qui est avocat au barreau de Paris et de Québec. On relève également qu'il est professeur associé à l'Université Paris 12 et on n'oublie pas qu'il est ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est bien ça? C'est exact, je vous félicite pour vos sources d'information. Le journaliste doit toujours chercher. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien, je suis très heureux d'être là. D'accord, c'est un plaisir partagé. On note également qu'avec vous, on va parler des métiers du droit, précisément de l'avocature. On va mettre en avant plusieurs législations, la législation camerounaise, pour ceux-là qui aspirent bien évidemment être avocat au barreau du Cameroun, mais également la législation, les différentes législations occidentales, c'est-à-dire peut-être la législation française ou bien la législation canadienne, pour que voilà, ceux qui aimeraient s'inscrire au barreau, pourquoi pas du Québec ou encore de Paris, puissent être mieux édifiés là-dessus. Alors, on va relever que d'après l'article 1er, les articles 1er et suivants de la loi de 90, précisément du 19 décembre 1990, portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun, on parle ici d'une profession libérale, mais pour devenir avocat, il faut être titulaire d'une licence ou encore d'un diplôme de Bachelor of Law ou encore d'un autre diplôme équivalent. Quelle est la formation adéquate pour, sur le plan international, devenir avocat? Alors écoutez, dans chaque pays, les situations peuvent être un peu différentes, mais d'une manière générale, il y a deux éléments qui sont indispensables et essentiels dans la formation de tout avocat, à mon avis, à travers la planète. La première chose, c'est une solide formation en droit, parce qu'on peut avoir des cursus avec des diplômes équivalents, mais il n'en reste pas moins que l'avocat, c'est un praticien du droit. Et qu'on peut se spécialiser, mais il faut quand même une solide formation en droit, et une formation universitaire évidemment. Et la deuxième chose, c'est une formation plus pratique et plus déontologique, qui bien souvent est offerte par les barreaux, oui, mais je dirais qui est aussi essentielle que la formation en droit. D'accord. Alors, quelle est la procédure même d'accession à cette fonction-là, sur le plan international, bien sûr? Ah mais encore une fois, je peux difficilement vous donner des éléments précis, parce que tout va dépendre, des procédures dépendent de chaque pays. Oui, si on s'en tient à la législation. Bon, mais globalement, sans rentrer dans des détails techniques, parce que toutes les conditions, toutes les modalités sont sur Internet sans difficulté. Mais globalement, il faut un certain nombre d'années universitaires, ou considérées comme équivalentes, soit une pratique professionnelle parfois. Et ensuite, il faut entrer à l'école des avocats, oui, et suivre une formation qui est offerte par cette école pendant une année. Est-ce qu'un avocat camerounais peut s'inscrire au barreau de Paris ou encore de Québec, par exemple? Alors, entre les barreaux français et le barreau du Québec, il y a eu un accord particulier qui permet, au bout d'un certain nombre d'années d'exercice, de passer un examen de déontologie pour être admis à pratiquer dans l'autre juridiction. Et c'est un cas très particulier qui résulte d'un accord qui a été signé, un accord bilatéral entre le Québec et la France. En revanche, pour tous les avocats non européens qui veulent exercer en France, il y a une procédure particulière qui est organisée par les règles de la profession d'avocat, avec un certain nombre d'examens à passer dans mon souvenir. Mais là encore, j'avoue que je n'ai pas vérifié ça récemment, mais en tout cas, la procédure existe, et bien évidemment, ce sont des examens qui sont quand même assez rigoureux. Au colloque international, il y a Maître Bébé qui a dit que l'avocat est le protecteur des intérêts du client, mais également protecteur de l'intérêt général. Selon vous, quel est le rôle de l'avocat? Si je me permets, pas de l'intérêt général. Il a dit que c'était un auxiliaire de justice.
Exactement. Et la double fonction de l'avocat, c'est exactement ça. J'ai souscrit à 100% ce qui a été dit, à savoir que l'avocat a cette double fonction. Il est un auxiliaire de justice, c'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas l'état de droit, parce que sans lui, la justice ne fonctionne pas. Oui. Pour que la justice fonctionne, il faut que tous les justiciables aient accès à un avocat qui soit là pour les aider, les assister et les représenter. Ce qui veut dire que vous n'aurez de bonnes procédures, vous n'aurez de bons jugements, Oui. que si vous avez des avocats qui interviennent dans la procédure, en demande et en défense, au civil comme au pénal ou au criminel. Ça, c'est indispensable. Donc l'avocat participe du bon fonctionnement de la justice. C'est pourquoi on exige de lui une déontologie, et je dirais même une moralité. Oui. Un avocat ne ment pas. Un avocat ne fait pas de coups tordus. Un avocat est confraternel. Il se comporte dignement, Oui. dans le prétoire et hors du prétoire. Ça n'enlève pas le droit de combattre. L'avocat est un combattant, on est bien d'accord, mais simplement c'est un combattant qui a des règles personnelles et une colonne vertébrale, si vous passez l'expression. À partir de ce moment-là, c'est un auxiliaire de justice. Mais en même temps, si son rôle dans le fonctionnement des institutions judiciaires, c'est justement de défendre son client. Pas à n'importe quel prix. Encore une fois, on ne ment pas pour son client, on ne raconte pas n'importe quoi, on n'invente pas, on n'utilise pas des fausses pièces, etc., etc. Pas à n'importe quel prix. En revanche, loyalement, il est là pour défendre son client, pour se lever et dire « Attendez, vous considérez que mon client est coupable? Vous avez l'impression qu'il est coupable. Les médias disent qu'il est coupable. Mais moi, je veux simplement vous donner des éléments que vous devez prendre en considération. » Et ça, c'est... Alors, si vous voulez que je dise une chose importante sur la profession d'avocat. Pour moi, encore une fois, j'ai prêté serment devant la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour d'appel de Paris et le barreau du Québec. Il y a une chose qui est essentielle pour moi, et j'ai un peu l'impression qu'on la perd aujourd'hui. C'est que la noblesse de la profession d'avocat, depuis l'origine, toute la noblesse, elle tient dans un seul geste, Oui. c'est celui de se lever. Alors je ne peux pas le faire malheureusement, parce que sinon ça va sortir de l'écran, surtout que je suis un Soyez peu grand. rassurés, vous avez prêté serment. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est important, c'est que c'est le moment où vous vous levez pour défendre la personne qui est là, alors que tout le monde est contre elle. Et il ne s'agit pas de savoir si elle est coupable ou innocente, elle a des choses à dire parce que la procédure requiert qu'on l'écoute. Oui. Pas pour mentir, pas pour raconter n'importe quoi, mais simplement, il a aussi une version à donner. Et la noblesse de la profession d'avocat, elle est là. Vous êtes seul, votre client est seul, et vous êtes là pour vous lever et dire il a quelque chose à dire, que vous devez prendre en considération avant de juger. Et c'est ce mouvement-là, seul contre tous potentiellement parfois, qui fait la noblesse de la profession d'avocat, qui fait la raison d'être de la profession d'avocat. Et je vais vous dire, puisque je m'adresse à de futurs avocats peut-être, évidemment il faut une solide compétence technique, parce que l'avocat n'exerce que dans les domaines où il est compétent. C'est un principe de base. Oui. Mais il faut aussi, je pense, une certaine vocation. C'est-à-dire que moi je vois beaucoup de gens plus ou moins jeunes qui accèdent à la profession d'avocat, et j'ai un peu l'impression que la vanité et la cupidité leur tiennent lieu de déontologie et de vocation. Et ça c'est tout à fait préjudiciable, parce que ça nuit à l'image des avocats, ça nuit à la qualité de la justice, et surtout ça nuit aux justiciables, parce que ce sont des gens sur qui on ne peut pas se fier, et qui voient principalement un rapport financier. En Et même je temps, trouve c'est ça une dommage. profession libérale. Oui, mais attendez, je vais y venir. Mais justement, c'est là où il faut une déontologie. Et c'est pour ça que je vous parle de vocation. Parce que je pense qu'on doit devenir avocat si on a envie de défendre. Défendre dans tous les domaines. Mais si on a envie de se dire, l'important pour moi, c'est que le justiciable, c'est que je contribue à l'état de droit, que je contribue au fonctionnement de la justice, et que donc le justiciable doit avoir accès. Et c'est mon rôle. Bien sûr qu'on est une profession libérale. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne doit pas demander des honoraires délirants à une personne qui n'a pas les moyens de les assumer. Et ça veut dire aussi qu'un avocat doit être capable de prendre une cause, même s'il sait qu'il sera peu payé, parce que la personne en question doit avoir le droit d'accéder à la justice. La question de la modération, parce que on le sait si Exactement. bien, mais la Exactement. modération. Et c'est pour ça que je vous dis que ça, c'est un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais donc je pense qu'il faut quand même une certaine vocation. La vocation d'être capable de combattre seul face aux autres, parce qu'on considère que nous sommes les éléments d'un rouage essentiel à l'état de droit. Ça veut dire aussi la conscience de l'importance de la profession dans la société. Ça veut dire aussi l'envie de faire en sorte que, au-delà du prétoire, Oui. mais que le droit puisse être accessible aux gens, même démunis. Exact. Et quand je dis ça, c'est de faire des consultations, peu importe, mais ne pas simplement réserver sa vocation, son métier, son activité aux grandes entreprises ou aux gens qui ont beaucoup d'argent, parce que ça, c'est bien, c'est très bien, ils en ont besoin et ils y ont droit, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir envie de se battre, y compris pour les mauvaises causes, parce que même les mauvaises causes ont besoin d'un avocat, et y compris pour les gens qui sont dans une situation financière difficile.
Alors pour essayer de vous résumer, on va dire ici que l'avocat doit être désintéressé, comme cela se veut, mais également prôner l'honneur et on a parlé de modération, exercer sa profession avec dignité, mais on n'oublie pas également qu'il doit avoir la passion, parce que la passion, absolument, la passion exclut la cupidité, la passion exclut beaucoup d'autres choses. On a parlé du colloque international. Excusez-moi, je vous parlais de passion, c'est exactement ça. Il faut un peu de passion pour avoir envie de se lever et de se dire, ben moi je vais être prêt à défendre. Voilà. C'est important. Voilà. Nous rappelons... Juste une dernière chose, si vous me permettez, Céleste, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Quand je vous disais ça, c'est important non seulement pour les avocats, mais c'est important aussi pour l'image des barreaux et de la justice. Il faut voir que le système fonctionne, je dirais, dans une cohérence. Si on a l'impression que les avocats ne respectent pas leur déontologie, ou ne s'occupent que de certains clients particulièrement fortunés, l'image que ça va donner, c'est que les juges n'auront pas forcément confiance dans les avocats. Et les justiciables non plus. Et si le justiciable n'a pas confiance dans son avocat, oui, il ne va pas le voir, il ne lui dira pas tout. Et ce qui veut dire que le magistrat ne sera pas complètement informé. D'un autre côté, si le magistrat n'a pas confiance dans l'avocat, il va mettre en doute tous ses actes, sa bonne foi, et le système se grippe en fin de compte. Parce qu'il aura toujours l'impression que peut-être il va être trompé. D'où l'importance de respecter la déontologie en particulier, d'où l'importance d'avoir un comportement qui soit intègre et loyal. D'où, comme vous l'avez dit, le respect des règles et des principes essentiels de la justice, mais également des lois de la République. On va me rappeler à tous les téléspectateurs que vous avez intervenu brillamment, voilà, au colloque international, organisé par toute l'administration, master de administration fiscale, mais on n'oublie pas, sous le parrainage du recteur de l'université de Douala, en la personne du professeur François-Xavier Eto'o, on sait si bien que votre présence même à ce colloque-là était sur invitation du docteur Pierre Alaka, sur l'application de la loi précisément. Cela s'est tenu le 3 juillet, mardi 3 juillet dernier. Alors, on aimerait bien savoir quel est le rôle en particulier de l'avocat dans l'application de la loi et la construction d'un système juridique adapté aux réalités et aux enjeux de l'heure. Alors, je vais peut-être vous choquer, je vais commencer par vous dire que l'avocat, il doit connaître la loi. Il doit bien la connaître et il doit être capable d'informer correctement son client sur la situation juridique dans laquelle il se trouve et faire preuve de conseil pour l'aider à gérer les situations futures. Cela dit, l'avocat n'est pas prisonnier de la loi. Parce qu'il y a des cas, et moi ça c'est mon activité quasi quotidienne, il y a des cas dans lesquels la loi doit être interprétée, dans lesquels la loi, ou la jurisprudence surtout, doivent être aménagées, parfois remise en cause. Et c'est l'objet du livre que j'ai écrit sur le procès équitable. D'accord. Enfin l'objet, c'est un des éléments qui est traité. C'est simplement de dire que l'avocat doit être capable de raisonner, de défendre des argumentations de bonne foi, qui soient sérieuses, mais qui soient, le cas échéant, de nature à remettre en cause la loi par la jurisprudence. Le procès équitable, l'article 6-1 de la CEDH, État de droit et perspective. On rappelle à tous les téléspectateurs que c'est le titre de votre ouvrage. Vous parlez du procès équitable directement. On aimerait bien savoir le procès équitable. Quelle est la problématique développée dans cet ouvrage? Eh bien, en fin de compte, le procès équitable, ce sont les principes qui sont posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais pourquoi est-ce que j'en ai parlé à Douala? C'est parce que les principes qui sont énoncés par l'article 6 sont des principes absolument universels. Parce qu'ils sont inhérents à l'existence d'une bonne justice. En d'autres termes, si ces principes-là ne sont pas respectés, vous avez très peu de chances d'avoir une bonne décision de justice. Vous avez très peu de chances d'avoir un système judiciaire qui inspire confiance aux justiciables et qui donc remplisse sa fonction dans l'état de droit. Ces principes, c'est quoi? C'est en particulier, alors je ne vais pas tout citer parce qu'il faut que les gens lisent ce livre, mais par exemple, c'est un juge indépendant, c'est un juge impartial, c'est une procédure contradictoire, c'est une procédure dans laquelle les parties sont situées à égalité des armes. C'est le droit à l'exécution des jugements, dont j'ai parlé justement lors du colloque. Donc un certain nombre de questions fondamentales, mais qui sont vues par la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont des concepts qui ont été développés par la Cour européenne des droits de l'homme, mais qu'il est intéressant d'analyser
sur le continent africain, mais comme ailleurs dans le monde, parce que ces concepts, encore une fois, sont des éléments pour faire progresser la jurisprudence, faire progresser la réflexion, et sont pertinents partout, dans tous les états de droit. Et c'est là où grâce à ça en particulier, quand vous lirez l'introduction, vous verrez que j'invite les avocats à avoir mauvais esprit. À être de bonne foi toujours, hein, jamais de mauvaise foi, mais à avoir mauvais esprit, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais hésiter à aller voir un texte supérieur, comme une convention internationale, pour remettre en cause certaines conditions ou certaines solutions du droit national, lorsque ces solutions heurtent un principe supérieur. Le Code civil pose une règle, mais si cette règle, dans l'application concrète qui est faite à un cas particulier, Exactement. est contraire ou aboutit à une solution condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme, Oui. il faut aller chercher la Convention et dire aux juges français, attention, la solution qui est appliquée par le Code ou la solution qui est appliquée par la jurisprudence ne peut pas être mise en œuvre dans ce cas particulier. Le texte est peut-être parfaitement conventionnel, parfaitement conforme, mais dans ce cas particulier, il faut faire une exception parce que sinon on méconnaîtrait un principe supérieur. Donc c'est là où les avocats sont respectueux de la loi, ils doivent la connaître, mais ils doivent aussi la faire évoluer. Parce que la jurisprudence, elle évolue comment? Elle évolue parce que les avocats donnent aux juges de nouvelles idées, de nouveaux arguments, de nouveaux raisonnements. C'est pour ça que l'avocat n'est pas prisonnier de la loi, Oui. mais que de bonne foi, il doit être capable de proposer des raisonnements juridiques nouveaux pour faire évoluer au mieux de l'intérêt du justiciable, enfin de l'intérêt du justiciable, puis du fonctionnement de l'état de droit, Oui. les solutions juridiques. Avant de poursuivre, nous allons revivre les moments forts du colloque international qui a été organisé par le docteur Pierre Alaka sous le parrainage du recteur de l'université de Douala en la personne du professeur François-Xavier Doua. On se retrouve juste après. Par activement à ces travaux, soyez les bienvenus au Cameroun, terre hospitalière. Vive le master de l'administration fiscale, vive la faculté des sciences juridiques et politiques, vive le Cameroun et son président. Le CERFI et le Master de Administration fiscale en collaboration avec l'Ordre national des avocats du Cameroun, l'Ordre des conseils fiscaux, l'Association française des docteurs en droit organise le 3 juillet 2018 à l'INSET de Douala le colloque international sur l'application de la loi au Cameroun. Colloque animé ici par des avocats du Cameroun, du Canada et de France, mais aussi et surtout des enseignants du droit à l'université de Douala commis pour la cause. Nous sommes un État de droit. Et tout état de droit a tendance à aller vers l'état de non-droit. Il faut donc rappeler aux habitants, aux populations, aux gouvernants, à nos amis, que la loi et son application sont à la base de tout développement. Il n'y a aucun... De façon contextuelle, l'application de la loi prônée dans ce colloque se devrait universelle, d'où une garantie constitutionnelle. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe au Canada et peut-être les gens pourront en tirer ce qu'il y a de meilleur au niveau canadien. Sous le parrainage du recteur de l'université de Douala, un message est porté à une cible. Et c'est pour cela que ce colloque est le bienvenu, surtout compte tenu du thème qui est abordé, qui est celui de l'application de la loi. Tout citoyen est censé connaître la loi et l'appliquer. Donc... Reparti en plusieurs tables rondes, avec des thèmes aussi variés et divers, il ressort que la loi reste un élément capital dans la vie d'un citoyen et il fallait tenir compte de celle-ci. Alors, comme l'a si bien souligné le professeur André Akanakam, qui est le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala, il a dit qu'il s'agit de ce colloque international est d'une grande portée, c'est une initiative qui doit être renouvelée. Votre présence, certainement, vous qui avez, lors de votre arrivée au Cameroun, parlé même de l'enjeu de ce colloque. Alors, après cet événement, qu'est-ce que vous pensez véritablement de l'application de la loi? Est-ce qu'il s'agit d'un débat ou encore d'une problématique dans le débat à trouver un point d'entente? Ou encore on reviendra toujours et toujours sur la question de l'application de la loi? Alors, la première des choses, c'est que moi, c'est le deuxième colloque auquel je participe au Cameroun. La dernière fois, c'était à Yaoundé. Et je dois dire que je suis extrêmement heureux de venir ici et de participer au débat des universités. Parce que je trouve qu'il y a une
stimulation intellectuelle, il y a un dynamisme, il y a une sincérité dans l'expression qui fait progresser les débats. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc pour moi, ce colloque est un vrai succès. Et donc pour les étudiants, pour ceux qui ont assisté, je pense, mais aussi intellectuellement, pour ceux qui y ont participé. Et c'est pour ça que si un nouveau colloque était organisé, je suis d'ores et déjà volontaire pour y participer. Alors sur le fond, je crois que tout le monde est d'accord aujourd'hui sur la nécessité d'appliquer la loi, parce que c'est un principe absolument fondamental de l'état de droit de la démocratie. Si on n'applique pas la loi, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est la loi du plus fort qui s'applique, et qui est déterminée par une personne qui l'impose aux autres. On ne parlera plus du système démocratique. Exactement, on part simplement d'un rapport de force, et on parle de la loi du plus fort. Et ça, c'est la négation de l'égalité devant la loi. Et c'est la négation de la prévisibilité de la loi aussi, donc la négation de l'état de droit. Ce point de vue-là, je pense que tout le monde est d'accord. Ensuite, on a besoin de progresser intellectuellement, on a des approches différentes, et puis surtout, on a des multitudes de cas différents. L'application de la loi, vous pouvez avoir l'impression de l'appliquer jusqu'au moment où un juge va vous dire qu'en fait, votre analyse était fausse. Vous n'avez pas refusé d'appliquer la loi, c'est simplement qu'il y avait une ambiguïté, il y avait une incertitude, c'est pour ça qu'on a des revirements de jurisprudence, par exemple. Donc, c'est un sujet qui, on peut être d'accord sur le principe, et puis les modalités peuvent être plus compliquées. C'est pour ça que j'ai voulu montrer en particulier qu'au-delà de ce à quoi on pense traditionnellement quand on parle d'exécution des jugements en particulier, on pense aux voies d'exécution, on pense aux huissiers, on pense à la force publique, mais il y a aussi d'autres moyens qui permettent d'impliquer, de faire respecter concrètement les jugements et donc la loi. Et pourquoi je parle des jugements? Parce que c'est dans les cas particuliers, dans les litiges entre des personnes physiques qui demandent l'application concrète de la loi à leur situation. Et il y en a d'autres, faire respecter l'autorité de la chose jugée, condamner les actes qui sont effectués en contradiction d'une décision de justice, etc. etc. Voilà. Alors, quels sont les vices internes et externes liés à l'exercice de cette profession? La profession d'avocat? Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez un vice? Parce que vous savez, si on commence à parler de vice, on peut aller très loin. Alors, je parle bien évidemment des obstacles que les avocats rencontrent. Je ne parle pas de vous. Je vais vous dire, si, mais même si j'ai plusieurs activités, je suis quand même avocat, et puis depuis 20 ans, et je pense avoir la passion et j'espère vous la transmettre, mais la passion de la défense. Je pense qu'il y a plusieurs difficultés. La difficulté, c'est que c'est une profession libérale, ce qui fait tout son honneur parce que c'est son indépendance, donc c'est indispensable, on ne peut pas avoir des avocats qui soient des fonctionnaires administratifs. En même temps, ça veut dire que vous devez être capable de gérer votre activité comme un entrepreneur, avec des contraintes qui ne sont pas celles des entrepreneurs. Donc ce qui est un exercice parfois délicat parce que les journées n'ont que 24 heures. L'autre difficulté que j'ai identifiée à peu près partout dans le monde, c'est qu'il faut rester en permanence, à jour dans ses connaissances. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'à moins d'être extrêmement spécialisé, c'est vrai que les lois évoluent vite, parfois trop vite, et à mon sens, beaucoup trop vite. Des révisions, des modifications, des nouveaux textes, etc., qui ne sont pas forcément très bien rédigés. Donc on a parfois des incertitudes sur les concepts qui sont utilisés et leur portée. Et je pense que la nécessité de maintenir à jour ces compétences dans l'intérêt du justiciable et du client, c'est un défi. Alors, avant de toucher la dernière articulation de cette émission, on va prendre Maître Nomidou Christian, Lobibou Christian, qui a prêté serment le mercredi 4 juillet. Et que je félicite. Voilà. Et il va nous parler des conditions à remplir pour devenir avocat, notamment la formation. D'après la législation camerounaise, il faut relever qu'une cuvée de 157 avocats stagiaires sont véritablement entrés dans le cercle des princes du palais. Il faut le dire que c'est au cours d'une cérémonie de prestation de serment au palais de justice de Bounandion. On va revivre un tout petit peu, quelques petits moments de cette cérémonie de prestation de serment. Et on va prendre Maître Nomidou Christian pour la suite. Et moi, je félicite mes nouveaux confrères. D'accord. Les professionnels du droit et les professionnels du chiffre. Le bon avocat de demain, j'en suis convaincu, nous aurons besoin de votre initiation à la compréhension de la documentation comptable des entreprises et je sais pouvoir être assuré de la disponibilité de votre ordre. D'avance, je vous dis merci.
Monsieur le Président de l'Assemblée générale du barreau, mon cher frère et confrère Nicolas, je connais les tâches accablantes qui sont les vôtres, aussi bien au sein de votre cabinet, au sein de l'importante Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multilinguisme, auquel ils vont léguer savoir-faire, savoir-vivre, savoir-être. Sont vos enfants. Chacun d'entre nous dans cette salle sait ce que symbolise dans la tradition africaine la relation mère et enfant. Je l'ai en vos noms, au nom du Conseil de l'Ordre, au sein duquel nous nous efforçons de faire régner une ambiance propice au travail de réforme de notre profession et naturellement un travail de protection de la vie. Vous êtes comporte cette obligation, l'indépendance, la dignité, la conscience, la pluralité de connaissances juridiques et non le complément nécessaire, voire indispensable, comme de l'art et de l'économie. Ainsi, le respect dû aux cours des tribunaux devra se matérialiser dans votre ponctualité et votre tenue correcte aux audiences, ainsi que par la modération de vos propos. Ce qu'appelait Yondo qui le disait, cela demeure d'actualité. Monsieur le juge, une chance à tous nos souhaits, d'envoi divin Gobert. À tous nos souhaits, le juge, Yanda Eric. Le juge. Je le juge. Le parcours pour devenir avocat, précisément. Et non, mais, parce que maître, ce n'est pas une fonction. Alors, le parcours pour devenir avocat, précisément, c'est un parcours du combattant. Surtout dans notre contexte. Il y a en principe deux moyens. J'allais dire plusieurs moyens, mais le moyen que je m'allais vous donner, c'est le moyen légal et direct. Et il faut d'abord satisfaire aux conditions requises par la loi, notamment être titulaire, n'est-ce pas, de ses droits civiques, jouir de tous ses droits civiques et politiques, être de bonne moralité, être titulaire d'au moins une maîtrise, une licence en droit, d'au moins. Vous savez, dans notre contexte aujourd'hui, la seule licence en droit ne suffit plus, n'est-ce pas? Et pour devenir avocat au droit du Cameroun, il faut satisfaire à l'examen de fin de stage d'avocat. Mais avant cela, il faut être admis à l'examen d'avocat stagiaire. Vous avez certainement entendu, les journalistes, n'est-ce pas, les agitations, les agitations qui ont eu cours ces derniers temps, à l'issue, n'est-ce pas, de l'examen qui a consacré, n'est-ce pas, notre entrée dans le corps, dans ce corps de métier. C'est justement parce que, à l'issue, n'est-ce pas, d'un premier examen d'aptitude au stage d'avocat, à l'issue duquel, si vous êtes admis, vous devenez avocat stagiaire, il y a donc un autre second examen qui s'appelle cette fois-là le certificat d'aptitude à la fonction d'avocat, qui vous permet, n'est-ce pas, de devenir avocat au barreau du Cameroun. Après cela, justement, vous prêtez le serment que nous venons de prêter, n'est-ce pas, le serment de la défense, le serment de défense de l'indépendance, et c'est à ce moment donc qu'on vous inscrit au tableau de l'ordre et vous devenez avocat au barreau du Cameroun. Vous comprenez, madame, que le processus, ne serait-ce que ce processus légal est assez long. Il y a d'autres moyens. Vous avez suivi par exemple tout à l'heure une inscription dite directe. C'est l'inscription au barreau du Cameroun des avocats qui sont inscrits au barreau étranger. Par exemple, une avocate qui est inscrite en France peut venir demander son inscription directe au barreau du Cameroun. Alors, si elle satisfait à toutes les conditions que je viens de vous donner et qu'elle prouve effectivement qu'elle était inscrite au barreau de France, alors là, elle peut être inscrite au barreau du Cameroun après avoir prêté le serment que nous venons de prêter. Et il y a un troisième moyen qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est toujours une inscription directe, mais ce moyen est réservé aux anciens professionnels du droit, notamment aux anciens magistrats, aux anciens aux professeurs d'université qui ont eu un certain nombre d'années d'exercice, et ceux-là, après, je crois, un certain nombre de mois de recyclage, peuvent demander leur inscription directe
au barreau du Cameroun. Voilà les 3 moyens par lesquels on passe pour devenir avocat. Donc, les élucubrations, permettez-moi de le dire comme ça, qui ont cours, où tout le monde se fait appeler maître, où on dit qu'on est agent de ceci, on est agent de cela, on est agent d'affaires, pour devenir avocat au barreau du Cameroun, c'est un parcours difficile. C'est pourquoi vous voyez l'effervescence et la joie des familles. De retour sur les antennes d'ABK Télévision, mesdames, messieurs, c'est votre magazine juridique Au cœur du droit qui est diffusé 2 fois le mois. On rappelle que nous sommes en compagnie de Maître Xavier Vuitton et il va passer au tribunal de cœur à cœur. On rappelle qu'il s'agit d'un tribunal où on enlève un tout petit peu la casquette, pourquoi pas d'avocat, de maître, on enlève la casquette de docteur ou bien de professeur agrégé. On s'intéresse maintenant à Monsieur Xavier Vuitton, mais on le rappelle, il est avocat au barreau de Québec et de Paris, professeur associé voilà, à l'université Paris 12. Et on n'oublie pas qu'il était ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Monsieur Xavier Vuitton, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Vous allez super bien? Super bien. Tranquille? Tranquille. D'accord. Alors, comme tous vos précédents, vous allez faire le juron, vous allez lever la main droite et jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je prête serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et encore la vérité. D'accord, super. On va parler de façon simple, de façon à cœur ouvert, parce que vous êtes maintenant à la barre. Vous êtes plus en tant qu'expert, vous êtes à la barre. On aimerait bien savoir si aujourd'hui on disait Monsieur Xavier Vuitton veut refaire sa vie, ou alors si on faisait un flashback, est-ce qu'il aurait choisi l'avocature? Oui. Pourquoi? Oui, parce que je crois que je n'aurais pas envie de faire autre chose. Et parce qu'il y a des défis, parce que on est indépendant, on est d'une certaine façon assez libre, voilà, et qu'on a des beaux défis, et que c'est une fonction qui, pour le bon fonctionnement de la société, l'état de droit est importante. Et moi, j'avoue que j'en tire un vrai plaisir intellectuel aussi, donc je crois que la réponse est oui. Donc il s'agit d'un amour indescriptible pour l'avocature ou encore pour le droit? Non, parce que régulièrement j'ai envie de faire autre chose, mais faire autre chose, je ne vois pas de profession dans laquelle je pourrais m'épanouir autant, je pense, aujourd'hui. Il y a une confusion ou encore une prolifération de métiers. Donc, pourquoi Absolument. toujours rester sur l'avocature? Je reste pas uniquement parce que je suis aussi à l'université. Donc ça me donne quand même une vision un peu différente du droit. C'est toujours le droit, voilà. Je pense que j'ai une passion pour le droit, oui, effectivement. Parce que c'est un raisonnement qui a une finalité, parce que c'est intellectuellement des défis permanents. C'est aussi des rencontres, et c'est surtout la liberté. Alors, au cours des différents procès auxquels vous avez eu à assister ou encore à plaider, quelle a été l'affaire qui vous a marqué véritablement, négativement précisément? Vous savez, je n'ai pas de nom, puis je ne sais pas que vous n'aurez pas de nom, mais il y a un certain nombre d'affaires dans lesquelles vous êtes obligé de vous impliquer avec un peu plus de passion, parce que vous considérez que c'est une cause très juste et une personne qui est victime d'une injustice. Et là, vous investissez bien évidemment, je ne dirais pas affectivement, mais en tout cas, ça vous touche plus. Donc si vous perdez dans ce genre de dossier, j'ai eu une histoire que j'ai trouvé très difficile, parce que c'était des paysans qui avaient été escroqués par leur banque pendant des années et des années et des années. Et malheureusement, ils se sont rendus compte trop tard. Et alors on s'est battu jusqu'à la Cour de cassation, et on a fini par perdre, alors qu'on avait les éléments, et que j'étais persuadé qu'on avait tout ce qu'il fallait pour gagner. Ça, oui, parce que c'est des gens qui sont vraiment victimes d'une injustice. En plus, là, il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré. Vous avez une grande banque et un couple de paysans, de petits paysans français. Bon, là, c'est des dossiers dans lesquels, quand on les perd, on est doublement déçu. Maintenant, il faut s'y faire. Vous savez, dans un procès, il y a deux parties, il y en a toujours un qui gagne, l'autre qui perd. Donc, il faut s'y faire. Mais ça, c'est toujours assez délicat. Ouais. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, précisément, dans l'exercice de votre profession? Les difficultés que je rencontre... Des juges corrompus non. qui ne sont pas... Non, parce qu'en fait, voilà, moi, mon activité aujourd'hui, elle est plus de travailler comme conseil. Moi, je travaille pour un cabinet qui s'appelle De Gaulle, Florence et Associés, qui est un des principaux cabinets d'affaires à Paris et à Bruxelles, qui travaille en Europe, en Asie aussi sur le continent.
Et donc j'interviens un peu comme consultant interne principalement. Donc je ne vois pas les mêmes problématiques. Moi j'ai une façon d'exercer qui est un peu originale. Mais je dirais que moi j'ai beaucoup de chance parce que je ne suis pas confronté, je suis plus confronté à ce genre de choses. Et je dois dire que j'ai jamais rencontré de magistrat dont j'ai pu douter. D'accord. Même si. Ah, mais je dis pas que c'est. Est-ce qu'à vos débuts, vous avez cédé au système de corruption? Est-ce qu'on vous en a déjà eu à mouiller votre barbe et tout? Dans l'exercice de ma profession, en revanche, jamais. Et à la maison? Enfin, jamais. Ou alors ça s'est peut-être produit, mais moi, j'étais pas au courant. D'accord. Comment voulez-vous que les téléspectateurs se souviennent de vous, ou encore ceux-là qui n'auront plus la chance de voir le maître, ou encore Monsieur Xavier Vuitton du monde terrestre, mais plutôt de l'au-delà, dans le monde céleste? C'est un peu comme quand vous quittez les étudiants à la fin de l'année. Il y en a toujours qui viennent vous saluer, etc. Et je pense que si, dans ce que j'ai dit ici, dans ce que j'ai dit lors du colloque, il y a une idée qui est restée, moi je suis heureux avec ça. Alors quel souvenir véritable que vous voulez que les gens gardent de vous si vous n'êtes plus de ce monde? De moi, c'est pas besoin qu'ils gardent des souvenirs de moi. Sinon, dans ce cas-là, qu'ils achètent mes livres. Là, c'est parfait. Tout simplement. Mais bien sûr, tout simplement. Mais c'est surtout moi, ce que j'aimerais. Pourquoi est-ce qu'on enseigne? Pourquoi est-ce qu'on est avocat et enseignant? Parce qu'on a aussi envie de transmettre. Pourquoi on écrit des livres? Parce qu'on a envie de transmettre quelque chose. Et que ce soit aux étudiants, ou que ce soit à ses confrères, ou que ce soit au public, peu importe. Parce que ce sont des principes essentiels. Donc si moi, et c'est exactement la réflexion que j'avais eue quand j'étais venu à Yaoundé pour la précédente conférence, si on a une idée qui passe chez un étudiant ou chez l'autre, on se dit peut-être qu'il va réfléchir à ça, qu'il va avoir de nouvelles idées, ça va enrichir le débat, et puis ça renforce les possibilités pour que ici comme ailleurs, l'état de droit se renforce. Et moi, c'est ce qui me motive. Donc vous prenez l'humilité. Je ne prône rien du tout, vous me demandez mon avis, je vous le dis, mais je ne prône rien. Chacun fait ce qu'il croit bien. C'est ça qui est important. Mais voilà, donc le souvenir, c'est qu'il faut acheter mes livres. D'accord, merci. Non, merci à vous, c'était un plaisir. Monsieur Xavier Vuitton, parce qu'ici vous êtes Monsieur Xavier Vuitton, vous avez répondu à toutes les questions, donc vous pouvez quitter de la barre. Et on vous remercie directement pour votre présence, d'avoir accepté notre invitation. Et alors si je suis à la barre, par le canal de Dr Pierre Alaka, on remercie infiniment. C'est ici que nous mettons un thème à ce magazine juridique au cœur du droit. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Oui, l'intégralité de l'émission sur YouTube, tout simplement. Allez sur la page ABK Télévision et vous allez revivre les moments forts passés avec Maître Xavier Vuitton. N'oubliez pas également que l'intégralité des autres émissions passées avec Dr Ambroise Essomba ou encore Dr Pierre Alaka, Monsieur Zanga Martial et autres, vous serez édifiés davantage sur les métiers du droit, précisément l'avocature, quelle est la formation académique adéquate, quelle est la procédure d'accession à la fonction et bien d'autres. On se retrouve vendredi ou encore dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre magazine juridique. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir. C'est bon?